Alors effectivement, première table ronde avec un programme costaud à aborder par nos 4 intervenants. Thierry Lepercq a parlé d'opportunités à saisir pour les entrepreneurs. On va voir que d'une manière ou d'une autre, les 4 intervenants ont tous les deux saisi des opportunités qui se présentaient grâce à l'évolution du marché des énergies renouvelables. Alors, je vais d'abord donner la parole à Cyril Collin, donc de Elom Energy. Alors, Elom Energy, c'est une toute jeune société qui a moins de 2 ans d'existence, qui se positionne donc sur le marché de l'autoconsommation. Donc, je vais vous demander, alors je vais vous passer le micro, d'abord de nous présenter très rapidement votre société et puis justement comment vous vous positionnez sur la chaîne de valeur et sur ce marché émergent. Bonjour à tous, donc merci de nous écouter ce soir. Je m'appelle Cyril Collin, président et fondateur de Elom Energy. Qu'est-ce qu'on fait en quelques mots? On développe un logiciel qui permet donc de gérer l'énergie pour des micro-réseaux électriques distribués. Donc exactement ce dont parlait Thierry Lepercq avant. Donc on a un shift et une décentralisation du modèle énergétique. Et nous, on veut développer, et d'ailleurs notre produit s'appelle l'Energy OS, donc ça tombe très bien. Voilà, un logiciel qui va permettre de gérer intelligemment et de manière prédictive les micro-réseaux électriques, donc de la production solaire, et le stockage d'énergie. Donc si on est connecté au réseau par exemple, on va arbitrer pour acheter l'énergie au meilleur moment en fonction des divers services qu'on a accès. Donc si on est connecté au réseau, de l'arbitrage en fonction de la variation des prix, tarifs d'électricité aux puissances, et si on est isolé du réseau, donc de mieux gérer les diverses sources d'électricité. Voilà. Donc ça fait 1 an qu'on a créé l'entreprise, on est maintenant 10 personnes, et on va rentrer en commercialisation de la solution à partir de septembre 2017. Donc, voilà. Alors le business model, c'est pur partage des économies, c'est-à-dire qu'en fait on va faire donc on a 2 offres. Soit ce partage des économies va être estimé en amont et on va fixer un fee mensuel sur ces économies-là, soit en fait il est constaté en aval et là on partage purement et simplement. Voilà. Et le pourcentage de partage fixé en amont est bien sûr moindre si on fixe le coût mensuel. Voilà. Peut-être un mot aussi sur il y a un certain nombre d'investisseurs dans la salle. Vous avez fait une levée de fonds, vous en prévoyez une? On est en cours de levée de fonds. Voilà, le tour est très bien avancé et bientôt closé. Donc voilà, on en communiquera plus à ce sujet bientôt. Et il faut dire aussi que vous êtes lauréat de l'IO Club. Oui, tout à fait. On était là il y a un peu plus d'1 mois, je crois, pour la remise des prix. Bravo. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette présentation. Alors, autre entrepreneur du secteur des clean tech, donc Enertime, une société qui n'est plus vraiment une start-up, bientôt 10 ans d'existence, société cotée, donc un cap a été franchi. Alors, Gilles David, Enertime, donc un mot de présentation sur Enertime, et puis peut-être sur l'évolution de son positionnement, notamment vers tout ce qui concerne le marché de la chaleur renouvelable. Oui, alors Enertime, j'ai créé Enertime il y a 9 ans et demi. Donc Enertime, on fabrique des turbomachines. Donc on voit que ça va redevenir populaire, parce qu'en particulier on fait ce qu'on appelle des turbines, et des turbo-expandeurs, et maintenant des compresseurs. Et alors ces turbines, ou ces turbo-expandeurs, ou ces compresseurs, on les installe dans des machines thermodynamiques. Alors les premières qu'on développe et qui sont un peu aujourd'hui notre cheval de bataille, ce qu'on appelle des ORC. Alors c'est pas très connu, c'est une technologie un petit peu confidentielle, mais qui a une place dans le mix énergétique. Les ORC, ça fait de l'électricité avec de la chaleur. Et donc ça a des applications très importantes dans la géothermie, dans les petites centrales biomasse et dans l'efficacité énergétique industrielle. Et puis le problème de l'électricité, c'est que en fait l'électron charbon, l'électron solaire, l'électron éolien, d'abord, ils ne sont pas payés tous le même prix. C'est-à-dire que si vous produisez de l'électricité et que vous n'avez pas de tarif, vous vous battez sur le marché libre à 30 € du mégawattheure. Donc, et si vous êtes offshore avec une grosse éolienne, on vous l'achète 200. Donc, il n'y a pas le même traitement suivant les électrons. Puis ensuite, une fois qu'ils sont dans le pipe, il n'y a pas de différence entre les électrons. Donc, en France, le marché de la production d'électricité avec nos machines n'existe que là où il y a des tarifs. Donc, c'est la biomasse et la géothermie. Dans l'efficacité énergétique, on a un peu de mal parce que le prix de l'électricité s'est complètement effondré sur le marché libre. Et on est à 30 € du mégawattheure.
à 30 € du mégawattheure produire en continu de l'électricité, c'est un peu difficile. Donc on a décidé assez vite aussi de développer des nouvelles technologies qui sont assez proches de nos technologies des ORC, et en particulier ce qu'on appelle des pompes à chaleur. Alors vous savez tous ce que c'est plus ou moins qu'une pompe à chaleur. Vous avez probablement chez vous de plus en plus un climatiseur, et souvent ces climatiseurs maintenant ils font pompe à chaleur en hiver et climatiseur en été. C'est devenu une espèce de produit fabriqué en série. Mais ça, ce sont des tout petites pompes à chaleur, c'est-à-dire c'est des équipements qui font de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et un peu d'électricité. Donc on fabrique des très grosses pompes à chaleur. On vient de vendre une très grosse pompe à chaleur à Veolia pour une application sur un incinérateur, l'incinérateur de la ville du Mans. Et donc on a un marché dans la chaleur, en fait, ne se transporte pas comme l'électricité. Vous ne pouvez pas aller plus loin que quelques kilomètres avec un tuyau dans lequel vous mettez de l'eau chaude. On n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Et donc la chaleur, finalement, c'est un peu la grande bagarre de l'énergie renouvelable du XXIe siècle. Parce que autant l'électricité, vous transportez ça sur des milliers de kilomètres avec des lignes à très haute tension, courant continu, autant la chaleur, vous êtes obligé de le produire localement. Donc aujourd'hui, on est en train de se développer dans ce domaine-là en France, dans le domaine des pompes à chaleur. Alors à l'international, c'est pas pareil. Il y a des pays beaucoup plus sensibles à l'efficacité énergétique, pour des raisons assez faciles à comprendre, la Chine en particulier, puisqu'en fait l'électricité en Chine est produite avec du charbon, et qu'avant qu'ils réussissent à réduire leur consommation de charbon, il va falloir qu'ils mouillent la chemise, qu'ils construisent probablement beaucoup de centrales nucléaires et beaucoup de centrales à énergie renouvelable de très grosse puissance. Donc ils ont un vrai problème avec leurs centrales au charbon, et donc il faut qu'ils économisent l'électricité. Et là, il y a un énorme marché pour essayer de réduire la consommation d'électricité des usines chinoises. Donc finalement, dans le domaine de l'électricité, on vend plus en Chine aujourd'hui à des industriels chinois. On vend en France des ORC aussi, alors sur les incinérateurs, parce que les incinérateurs, il faut qu'ils fassent de l'efficacité énergétique, et dans certains cas, les ORC, c'est la seule solution. Donc en fait, le marché, il est plus complexe en fait qu'il n'en a l'air, c'est-à-dire que suivant les pays, suivant le prix de l'électricité, suivant la facilité qu'il y a de transporter ou pas l'énergie, on a d'énormes niches qui se développent de plus en plus. Et aujourd'hui, le marché ne sera pas, il n'y aura pas une solution qui va régler tous les problèmes. On va encore trouver des centrales au gaz dans 50 ans, on aura probablement quelques centrales nucléaires dans 50 ans, et on aura bien sûr beaucoup de panneaux solaires et beaucoup d'éoliennes. Et puis tout ça, ça dialoguera avec des réseaux intelligents. Et nous, on aura notre place, notre niche, qui n'est pas une très grosse niche à l'échelle du monde, mais qui est énorme à l'échelle d'une PME comme Enertime. Voilà. Merci beaucoup Gilles pour cette présentation. Alors je vais donner la parole maintenant à Laure Verhaeghe, donc de Landosphère. Alors Landosphère, c'est aussi une start-up. C'est une start-up dans le domaine du financement participatif, puisque vous avez profité de l'évolution de la réglementation et de l'émergence de ce nouveau secteur pour vous positionner donc dans le financement des projets d'énergie renouvelable. Donc vous êtes aujourd'hui le leader du marché en France. Alors expliquez-nous un peu comment vous avez justement appréhendé ce nouveau marché que vous avez vu arriver et sur lequel vous vous êtes positionné très tôt. Merci Patricia, bonjour à tous. Donc oui, Laure Verhaeghe, cofondatrice de Landosphère, qui est aujourd'hui la première plateforme en termes de volume de financement participatif dédiée à 100% aux projets de transition énergétique et écologique. Le cadre réglementaire du financement participatif en France existe depuis 2014, avec un décret qui entre en vigueur au 1er octobre, et nous avons saisi cette incroyable opportunité de proposer aux particuliers, aux citoyens, de financer directement des projets de transition énergétique via des plateformes pour créer Landosphère. Donc depuis le début, nous sommes dédiés à 100% à ces projets. En un peu plus de 2 ans maintenant, nous avons permis à 60 projets de lever plus de 15 millions d'euros grâce à une communauté de prêteurs de plus de 5400 personnes dans tous les départements de France. C'est quelque chose qui est important pour nous, c'est de dire, voilà, ce financement participatif qu'un public urbain connecté va maîtriser, va connaître, c'est aussi et surtout pour les personnes qui vont habiter à côté des projets. Et je reprends peut-être le titre de notre table ronde, de résoudre cette équation sociétale, territoriale, de favoriser une épargne en circuit court
pour apporter un financement citoyen participatif pour ces projets d'énergie renouvelable. Le pourquoi de ce positionnement, c'est qu'on a très vite, et les développeurs d'énergie renouvelable l'ont depuis longtemps identifié sur le terrain, une demande, une attente des citoyens. Je vais avoir des éoliennes, je vais avoir une centrale photovoltaïque à côté de chez moi. Comment je peux participer à son financement? Comment je peux moi aussi récolter une partie des bénéfices économiques de ces installations qui sont des installations d'énergie décentralisée? On s'est dit, c'est ce financement participatif en prêt, et non pas en don, hein, j'insiste bien sur la différence, permet aux citoyens donc, de prêter, d'être en partie les banquiers de ces projets d'énergie renouvelable, avec des taux d'intérêt qui vont entre 4 et 7% en fonction des projets, de la maturité des prêts qui sont entre 2 et 5 ans, et du territoire où on habite. Ce qu'on a fait depuis le début de l'Endosphère, c'est de favoriser une implication, une appropriation locale des projets d'énergie renouvelable grâce à cette épargne qu'on peut mobiliser. Et donc de proposer des outils, des modalités de souscription qui apportent des conditions préférentielles selon l'endroit où on habite. Donc si je suis un riverain du projet, eh ben, l'opération de financement participatif pourra m'être réservée et je pourrai investir plus dans des conditions plus intéressantes qu'un Français qui habitera en Alsace pour un projet en Bretagne ou inversement d'ailleurs. Et donc aujourd'hui on a entre 50 et 80% des montants collectés sur l'Endosphère par opération qui sont apportés par ces riverains des projets. Et c'est vraiment cette attention et cette conviction qui est importante et qui est confirmée par les récents appels d'offres à la fois en solaire et dans l'éolien, avec un bonus financement participatif qui est proposé aux développeurs s'ils s'engagent à faire appel à du financement participatif dans certaines conditions, l'une d'entre elles étant une ouverture au département d'implantation du projet et à ces départements limitrophes pour le financement ou l'investissement dans ces projets d'énergie renouvelable. Donc on voit bien cette attention portée au territoire qui est importante et qui est une demande qui émane aussi de ces riverains et des collectivités d'implantation des projets. Donc l'Endosphère, aujourd'hui, on intermédie deux outils de dette, mini-bons et obligations. Demain, des obligations convertibles et de l'equity pour répondre justement au cahier des charges des appels d'offres de la CRE et permettre d'accompagner les développeurs d'énergie renouvelable dans la résolution de cette équation sociétale qui est aujourd'hui au cœur de leur projet. Peut-être en quelques mots sur d'autres opérations qu'on peut présenter qui ont, elles, une logique beaucoup plus d'équation financière économique. On peut aujourd'hui, dans le cadre évidemment réglementaire de notre activité, apporter des financements jusqu'à 2,5 millions d'euros, à la fois sur les sociétés de projet et en financement corporate. C'est ce qu'on présente en ce moment avec un développeur photovoltaïque français. Et pour cela, nous avons mis en place un partenariat avec un fonds institutionnel, et c'est peut-être la transition avec Pierre-Antoine, qui permet en fait à la fois de sécuriser des montants importants de financement tout en bénéficiant de tout ce qu'apporte le financement participatif en communication, en information, en ouverture, en transparence et en lien direct avec les citoyens qui ont besoin de s'approprier et de se réapproprier les problématiques d'énergie, et donc avec un outil très efficace qui est le financement participatif. Merci beaucoup pour cette présentation, et effectivement on va passer le micro à Pierre-Antoine Machenon, donc là financeur aussi de projets à une échelle peut-être un petit peu plus grosse, en tout cas sur les montants apportés. D'abord un mot peut-être sur votre groupe que tout le monde ne connaît pas forcément, Eiffel Investment Group. Également une société pas bien âgée, puisqu'on a 8 ans, voilà. Et une société gérée par des gens qui ont leurs racines dans l'industrie, et pour certains Louis Dreyfus, donc énergie, réseau. Voilà, mais devenu donc un gérant d'actifs qui a bientôt maintenant à peu près 1 milliard d'euros
sous gestion dans le crédit aux entreprises européennes. Et avec donc un attachement à ce secteur de l'énergie en très fort bouleversement, qui nous a amené, après quelques tâtonnements, dans des expériences avec des développeurs, à créer un fonds. Alors qui s'appelle, il ne s'appelle pas Effet de Transition Énergie, il s'appelle EFL Énergie Transition. Voilà. Mais peu importe, ça revient au même. Un fonds qui, pour l'instant, fait 200 millions d'euros. Ces 200 millions d'euros, ils viennent de belles institutions comme la Banque européenne d'investissement ou des institutionnels français privés. Et que fait-il? Il accorde des prêts à des développeurs sur une durée courte, 6 à 36 mois, pour des projets dans l'efficacité énergétique ou dans les renouvelables, en attendant que ces développeurs aient obtenu leur financement long terme. Donc là où je vous rejoins tous, et où je rejoins l'introduction que l'on a eue juste auparavant, c'est que c'est un outil qui prépare l'immense bouleversement auquel on va avoir à faire face dans le monde de l'énergie. Pour faire bref, les prix à, j'en sais rien, à 100 € du mégawattheure pour tout le monde, quel que soit l'endroit où on est vendu à un client unique, ça je crois que ça va très 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 vite être passé. Donc ça veut dire une réalité qui va devenir locale, qui va devenir à échelle, j'allais dire humaine, à échelle de l'entreprise. Quand on fait de l'autoconsommation, c'est pas, on ne vend pas à EDF, on vend à une entreprise. Par exemple, on a financé un projet qui consiste à mettre une centrale photovoltaïque sur le toit d'un supermarché avec l'électricité consommée par le supermarché. Donc ça veut dire qu'on a une réalité locale, pas 50 millions d'euros, plutôt 1, 2, 3, 10. Donc ça aussi, il faut un outil. Et avec une incertitude, évidemment, qui n'a rien à voir avec vendre à EDF sur 20 ans. Puisque vous avez en face de vous quelqu'un qui est très bien, un supermarché c'est très bien, il y a une localisation physique, il y a une entreprise, mais c'est un autre risque qu'EDF. Donc nous, notre perception, c'est de dire, au fur et à mesure qu'on va dans ce modèle décentralisé, avec des risques d'ordre privé, les financements long terme, 20 ans, au millimètre près, parce qu'on connaît le prix au centime près, ça n'existera plus. Et donc il va falloir un outil pour que les développeurs puissent avoir un financement en attendant que les banques réfléchissent autant qu'elles doivent réfléchir pour donner leur financement. Donc vous intervenez effectivement avant les banques, dans cette période qui est parfois un peu sensible, effectivement, pour lancer des projets. Pourquoi c'est sensible? Parce qu'on finance quand les développeurs ils ont besoin d'argent pour construire. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'argent lorsque c'est déjà fait, ils ont besoin d'argent quand ça construit. Donc nous, on est là à ce moment-là. Et alors, vous, l'Orverac par le financement participatif, c'est aussi un marché qui vous intéresse. Vous travaillez avec l'Endosphère et aussi avec AcuoCop, qui a été lancé récemment, donc la plateforme du développeur exploitant Acuo. Voilà, pour nous, c'est les prémices de ce que va devenir donc, ce monde de l'énergie, un monde beaucoup plus décentralisé. Décentralisé, c'est un mot un peu galvaudé, c'est-à-dire local. Donc, pour nous, cette dimension locale a beaucoup d'importance. Dimension à taille, que je disais humaine tout à l'heure, c'est-à-dire pas 50 millions d'euros, mais quelques millions d'euros, ça aussi. Donc on se met en place pour ça et on accompagne donc, l'Endosphère et d'autres plateformes. Merci. Je ne sais pas si on a le temps de prendre éventuellement une ou deux questions dans la salle. Oui. Est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux questions? Non, c'est la première qui est toujours difficile à poser, mais non, pas de questions pour l'instant. Peut-être après les deux autres tables rondes. Alors peut-être juste un mot très très rapide de conclusion à chacun de nos intervenants. S'il devait y avoir un maître mot qui un peu pour vous traduise l'évolution du paysage des énergies renouvelables et des opportunités que vous voulez y saisir, quel serait-il? On va donner la parole à tous très rapidement. Pour moi, c'est la capacité de stocker l'énergie de manière rentable. Et du coup, ça va profondément changer tous les systèmes énergétiques futurs. Voilà. Voilà, de mon côté, investisseur, ça veut dire flexibilité. Ça veut dire être prêt à envisager le bouleversement. C'est la décentralisation, en particulier, on va de plus en plus vers des petites unités réparties sur le territoire, financées éventuellement par du crowdfunding. Et donc participatif pour finir, avec la possibilité, grâce aux outils aujourd'hui, d'associer une foule
autour de ces projets de façon simple et accessible. Eh bien, merci beaucoup à nos